Alors, est-ce qu'il y a parmi vous, c'est possible, quelques personnes qui fait cette pratique en tombant dans le piège de la première ou de la deuxième question, en s'attachant, donc en ressentant un attachement pour la première ou pour la deuxième proposition. C'est une invitation au harakiri, hein. Voilà. Comme toute pratique non duelle. Voilà. C'est un harakiri collectif. Mais il n'y a que vous-même qui puissiez le faire. Par la connaissance. Par la reconnaissance que, évidemment, sans mémoire, sans pensée, je comprends que l'un ou l'autre ne sont pas justes. Il y a une justesse plus grande. Et on appelait ça la voie du milieu. Mais ça n'a rien à voir avec une sorte de moyenne, hein. Je sais qu'on aime bien les statistiques de nos jours. Mais non, non. C'est la voie du milieu, c'est un retour vers la présence dans laquelle apparaissent les deux pôles. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui cette pratique n'était pas claire, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie tout simplement de partager? C'est le moment. Satsang, c'est le lieu aussi pour partager. Nous sommes 62 personnes là, qui pointons vers cette même vérité. Alors, je sais que j'ai un ami en Pologne, une amie en Canada, voilà. Donc, de tous les lieux géographiques, on pointe vers le même ici. Et vous êtes invités donc à participer. Sinon, en attendant, je vous précise qu'il reste une place pour le stage de 9 jours à Chamonix. Et je vous rappelle également qu'on m'a demandé de refaire un week-end par Zoom. Et donc ce sera le 11 et 12 décembre. 11 et 12 décembre. Voilà. Et s'il y a parmi vous des personnes qui sont intéressées par un accompagnement individualisé, un accompagnement non duel, qui peut aussi intéresser les personnes qui ont quelques traumatismes, ou quelques angles morts, ou zones d'ombre qu'ils ont envie de ramener à la lumière, ils peuvent me contacter aussi, hein, sur mon mail. Personne n'intervient, alors je vais vous lire. J'ai découvert mon ami Alexandre Quaranta, qui d'ailleurs est l'auteur d'un livre, un des plus beaux livres sur l'éveil écrit en France, à mon avis. Il m'a offert ce petit livre. Son livre, lui, s'appelle S'étonner d'être. Je vous le conseille vivement. Alors, il m'a offert ce livre il n'y a pas longtemps, d'Alain Galatis, qui s'appelle Le chant du réel. Et c'est une manière un petit peu originale d'évoquer la non-dualité. Alors, j'avais envie de le partager avec vous. Donc, c'est un peu sous forme d'aphorisme, pour dénoncer un peu de façon humoristique ou par l'absurde cette identification qui est le tabou le plus grand de la civilisation finalement. Alors c'est un petit texte qui s'appelle « Le vrai du faux ». Où se cache dans le tréfonds de notre conscience l'intuition que ce qui semble tellement vrai pourrait être faux? C'est quelque chose d'infime, d'imperceptible. L'enjeu est de parvenir à percevoir cette petite musique qui, constamment, tente de nous mettre en garde. Chacun, nous avons fait cette expérience. Quelqu'un nous raconte un fait et nous sentons qu'il ment. Nous n'avons pas les preuves ni la certitude, mais nous savons qu'il professe un mensonge éhonté. À quoi est-ce que cela tient? Une intonation dans sa voix ou plus simplement une intuition, le sentiment diffus que quelque chose est faux. C'est la même alerte qui devrait retentir face à nos propres réflexions. Nous devrions ressentir que quelque chose sonne faux.
En croyant que l'image que nous nous faisons du monde est la réalité de ce dernier, nous nous mentons à nous-mêmes. Nous tentons de nous tromper. Et cela marche. Nous réussissons ce prodige de nous berner tout seuls, sans que personne ne nous demande rien. Et l'intuition du faux hurle en silence dans nos têtes, sans que jamais nous ne l'entendions. Alors continuons ce neti-neti. Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni aux associations mentales, est-ce que le monde est une illusion? Ou est-ce que le monde est réel? Ou, sans faire référence à la mémoire, ni aux associations mentales, ni l'un ni l'autre. Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni aux associations mentales, est-ce que vous pressentez la vérité? Ou est-ce que vous ne la pressentez pas? Ou, sans faire référence à la mémoire, ni l'un ni l'autre. Pensez maintenant à un projet qui vous tient à cœur, s'il y a quelque chose comme ça, ou quelque chose qui vous tient à cœur. Sans faire référence à la mémoire, ni aux associations mentales, est-ce important? Ou est-ce sans importance? Ou, sans faire référence à la mémoire, ni aux associations mentales, ni l'un ni l'autre. Évoquez maintenant en pensée votre propre état de santé. Ou quelque chose qui vous préoccupe en rapport avec la santé. Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni aux associations mentales, est-ce important? Ou est-ce sans importance? Ou sans faire référence à la mémoire, ni l'un ni l'autre.
Pensez maintenant à un traumatisme qui vous est arrivé et dont l'évocation suscite encore peut-être aujourd'hui une forme de contraction ou de préférence. Un traumatisme, un accident, une violence subie, récente ou dans l'enfance. Maintenant, considérez cela sans faire référence à la mémoire ni aux associations mentales. Et de ce point de vue-là, donc sans la mémoire, est-ce important ou est-ce sans importance ou, si vous ne faites pas référence à la pensée ni à la mémoire, ni l'un ni l'autre. Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni aux associations mentales, est-ce que l'état du monde est préoccupant ou pas préoccupant, ou, sans faire référence à la mémoire, ni aux associations mentales, ni l'un ni l'autre. Alors pourquoi faut-il nous couper de la mémoire et des mots? Parce que notre langue, notre façon de parler, a conditionné notre façon de voir le monde. On peut le voir par exemple dans la division que l'on fait traditionnellement entre objectif et subjectif. Tout ce qui est objectif, entre guillemets, ce qui semble objectif, suscite validation, confiance, hein, notamment de la part des autorités compétentes. Mais je veux parler de 99,99% de la population. Tandis que le mot subjectif, là, est très dévalorisé. L'expérience subjective, on s'en méfie. Or ici, je vous invite à aller dans la subjectivité la plus pure, celle qui se trouve lorsque vous ne faites pas référence à la mémoire, lorsque vous ne faites pas référence à la pensée. Et qu'est-ce qui se passe sans la mémoire, sans la pensée, par rapport à cette pratique que nous venons de faire? Évidemment que on est invité à un plongeon, hein, dans le vide. Ouais. Dans ce vide à partir duquel je communique et à partir duquel vous communiquez également. C'est le même vide. Parce que cette présence que vous redécouvrez, lorsque vous n'essayez pas d'affirmer un point de vue ou d'en nier un autre, c'est simplement ce qui se révèle lorsqu'il n'y a pas d'appropriation, lorsqu'il n'y a pas affirmation ou négation,
c'est la présence non duelle. Une présence qui est sans définition et qui est sans localisation. Ainsi, vous pouvez éprouver une sorte d'apesanteur, de bien-être, lorsque vous allez vers ni l'un ni l'autre. Bien que dans certaines propositions, comme vous l'aurez remarqué, le mental habituellement aurait tendance à choisir l'un plutôt que l'autre, ou l'autre plutôt que l'un. Voilà. Et en fait, tant qu'il y a choix, ou impression de choix, tant qu'il y a affirmation, tant qu'il y a négation de quelque chose par rapport à quelque chose d'autre, il y a évidemment agitation mentale. Parce que c'est comme si vous ne choisissiez qu'un des aspects du mental. Le mental est double. Et donc, c'est comme ça que vivent la plupart des gens. C'est-à-dire qu'on veut le bien, on ne veut pas le mal. On veut tout le temps une des... On veut être grand, on ne veut pas être petit. On veut être intelligent, on ne veut pas être bête. On veut être beau, on ne veut pas être laid. On veut être jeune, on ne veut pas être vieux, etc. Bon, donc, ce choix permanent, et qui est inconscient chez la plupart des gens, qui va de soi, comme on dit, qui semble aller de soi, eh bien c'est par là que l'ego se manifeste, et c'est par là que la souffrance s'éprouve. Même si penser ceci ou cela semble être bien, d'un point de vue moral. Vous voyez bien que ni l'un ni l'autre n'est pas immoral, mais il est amoral, il est en deçà. Et là, lorsque le ni l'un ni l'autre résonne avec évidence, vous êtes en présence avec une présence, pourrait-on dire, qui est sans définition, sans caractéristique, sans âge, sans limite. Une présence dont vous échoueriez lamentablement à trouver ses limites dans l'instant. Vous pouvez étendre votre attention vers le haut, vers le bas, devant, derrière, à droite, à gauche. Vous ne pouvez pas trouver de limite à cette présence dans laquelle tout apparaît spontanément, sans effort. Toutes les pensées, toutes les sensations, toutes les perceptions auditives, visuelles, olfactives, gustatives, sensorielles, tout apparaît et disparaît dans cette présence. C'est la seule chose que vous ne pouvez pas ne pas être. C'est cette présence qui, spontanément et sans effort, accueille tout ce qui apparaît et disparaît.